poser 2 questions. Oui. Oui, oui. J'attaque, hein, de bon matin, hein. La définition d'une négation. Oui. Il y a quelque chose Alors, que je qui comprends l'a? pas. Ah, OK, oui. Qui l'a? Qui veut la donner? Ben, Oh là là. c'est ce que réalise la conscience conceptuelle Oui. lorsqu'elle élimine explicitement son objet de négation. Voilà, c'est ce que Voilà, j'avais très noté. bien. Mais alors moi, Ouais. ce que je comprends pas, c'est pourquoi on dit explicite? Pourquoi ça peut pas être une élimination implicite? Oui, exactement. Donc ça, c'est très important. Très important. C'est ce qu'on va voir dans la suite du texte aujourd'hui, d'ailleurs, Ah bon? mais on peut D'accord. déjà en parler. Euh, En fait, si on regarde par exemple cette table, en face de nous, est-ce que, est-ce que cette table inclut les autres tables? Ah que non. Non? Non, elle les exclut, oui. Très bien. Et elle exclut même tout ce qui n'est pas elle. Donc pas uniquement les autres tables, mais aussi les personnes, le temple, etc. Ouais. Oui. Très bien. Donc elle est nécessairement, par nature, dans son entité, elle est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Oui. Mais donc ça, quand on y réfléchit, quand on y pense, cette table qui est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle, là c'est explicite. On le formule explicitement, on y pense explicitement. Mais quand on dit cette table, est-ce qu'on exclut quelque chose de manière explicite? Non, on exclut tous Cette les table. non-tables de manière, on exclut tous les non-tables de manière implicite. C'est implicite, exactement, tout à fait. Et comme c'est implicite, cette table est un phénomène affirmatif. C'est un phénomène positif. Maintenant, si on dit cette table qui est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle, là, elle devient un phénomène négatif. Elle devient une négation parce que notre conscience conceptuelle élimine explicitement quelque chose. Ouais. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas explicite, ça veut dire que n'importe quel phénomène, quel qu'il soit, serait nécessairement une négation, puisque n'importe quel phénomène, par nature, est l'élimination de tout ce qui n'est pas lui. OK. Ouais, ça te parle? OK, je commence un peu à comprendre, oui. Très bien. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, il dit Nukun, c'est quoi? Nukun no Yoro Shengi. Euh, dans le Brahmanavartika, elle dit que en fait, n'importe quelle chose est nécessairement l'élimination de tout ce qui n'est pas elle. Et donc, n'importe quel phénomène est l'isolat, et son propre isolat demeure avec son propre isolat. Donc, justement, parce que n'importe quel phénomène est isolé de tout ce qui n'est pas lui. Mais ça, c'est par nature, et donc c'est pas explicitement dit, c'est tout simplement dans l'entité même d'un phénomène que d'exclure un autre phénomène. Mais si c'est pas formulé explicitement, ce phénomène reste un phénomène positif, un phénomène affirmatif. Si c'est explicite, là, il devient nécessairement une négation. Ouais, Mmh. Mmh. ok. En fait, pour le phénomène, lui, ça change pas grand-chose. C'est juste comment est-ce que notre conscience a accès à ce phénomène. Est-ce qu'on y a accès en éliminant quelque chose de manière implicite ou en éliminant de manière explicite? Mais normalement, ça devrait être plus clair dans la suite du texte, je pense. Ouais. OK. Mais je pense que pour la conception inférentielle de la vacuité, c'est très important. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que pour la vacuité, est-ce que c'est un phénomène affirmatif ou est-ce que c'est une négation? Ben, c'est-à-dire qu'il faut explicitement éliminer tout le reste. Il faut explicitement éliminer l'objet de négation, ouais, parce qu'on dit c'est la vacuité d'existence Bien. inhérente, Il ouais. faut explicitement Et donc quand on dit, ça. Ça, c'est tout le boulot du ouais, bouddhisme, d'éliminer explicitement ça par la méditation, réflexion, Mmh. par tout ça. Mmh. tout à fait, exactement. C'est-à-dire que la vacuité, c'est la négation par excellence. Voilà. C'est la négation Oui. par excellence, et c'est une négation non affirmative, c'est-à-dire qu'on n'affirme rien en lieu et place de l'objet de négation. Et cette négation par excellence, elle est par nature, on pourrait dire, une négation parce que c'est justement la vacuité ou l'absence d'existence inhérente. Mmh. Donc, n'importe quelle absence est une négation parce que dans son entité même, on est obligé de nier explicitement quelque chose. OK. Ça va? Oui. Ok.
Et ta deuxième question, c'était quoi, Jordan? J'avais une définition de la conscience conceptuelle qui me paraît un peu curieuse. Je pense que je me suis trompée. J'avais noté une cognition apte à appréhender la généralité de sens et la généralité sensorielle comme pouvant être mêlées. De son et de sens. Le son. Ah, c'est Le le son. son, ça, ouais. La généralité de son et la généralité de sens, ouais. Ouais. C'est Oui. euh, Jadun, oui, exactement. La définition, c'est ça. C'est Jadun Derun Dudzi Bello ou Jadun Derun Dudzi Beshenrik. C'est pareil. C'est une cognition conceptuelle qui appréhende la généralité de son et la généralité de Et de sens comme sens. susceptibles d'être mêlées, ouais. Ouais. Ok. Exactement. Et donc, ça te parle, généralité de son, par exemple? Généralité de son, je sais que tu avais donné un exemple, quand je l'ai regardé de nouveau, ça me paraissait clair, mais toi, maintenant que tu me poses la question, non, donc en fait, non, c'est pas clair. Généralité de son, enfin, c'est un son, homme, par Oui, exemple. c'est ça. Par exemple, si on va en Angleterre et qu'on entend, je sais pas, pour la première fois, on entend cat et on n'a pas encore appris la langue, etc. Donc, on ne sait pas à quoi ça renvoie. On a simplement à l'esprit cat. Et Oui, donc, cat, c'est un son, en fait. C'est une généralité de son. Et oui, donc, qui ne renvoie pas nécessairement à quoi que ce soit. Et ensuite, on en désigne l'animal et on dit that's a cat. Et donc là, on va associer le son et le sens. et le sens, tout Ouais, à fait. OK. exactement. Très bien, excellent. Eh ben, c'est super tout ça. C'est des bonnes entrées en matière. Très bien, donc on va continuer justement avec les négations affirmatives et non affirmatives, parce qu'on avait parlé de quoi la dernière fois, vous vous souvenez? On avait commencé à le regarder effectivement, Ouais, avec très bien. Chantarakshita. Exactement, tout à fait. L'abbé Shantarakshita qui a essayé de trouver des réponses à des objections dans les traditions hindoues et surtout dans la tradition Nyaya d'une école non bouddhiste, hindoue à l'époque, qui disait qu'il y avait une circularité en fait dans l'apoha bouddhiste, dans l'exclusion bouddhiste par rapport à la façon dont la conscience conceptuelle s'engage par exclusion en fait. Quand on pense à une table, on pense juste à table et on exclut tout le reste, tout ce qui n'est pas table. Mais ça se fait de manière implicite, cette exclusion en fait. Enfin, l'aspect négatif n'est pas nécessairement euh, explicite, mais Mmh, ça pose question. Ça pose mmh. question. Et il y avait un autre débat, c'était quoi? Il y avait la circularité et Le voilà, fait il y que la avait aussi. conception s'engage directement avec le négatif. Oui, exactement. Et ça, c'était pas du tout intuitif pour les Voilà, tenants les inf hindous. Et donc, Shantalakshita dit c'est l'autre côté de la pièce conceptuelle. C'est comme si notre conscience conceptuelle, c'était une pièce avec deux faces. Il y a une face qui est plutôt explicite, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'image ou la représentation conceptuelle d'une table. On peut retrafiquer un souvenir d'une table, le fait d'avoir vu une table, etc., ou une autre table préférée, une table de chevet, etc. Et donc ça va servir comment dire, d'illustration, on pourrait dire, de ce que veut dire table. Et donc ça, c'est une représentation conceptuelle. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt quelque chose d'affirmatif. C'est plutôt un événement mental. Il est produit en dépendance de causes et conditions, il est impermanent, il va cesser, etc. Donc ça, c'est l'aspect plutôt affirmatif ou positif. Et il y a l'autre côté de la pièce qui est l'exclusion de tout ce qui n'est pas table. Et ça, c'est pas nécessairement intuitif dans le sens où on ne le ressent pas nécessairement que ça fonctionne de manière négative. Quand on pense à la vacuité, là, c'est beaucoup plus évident parce Mmh, qu'on mmh. nie explicitement quelque chose. Quand on parle d'une absence, l'absence de quelqu'un, l'absence de Mogwai dans le temple, par exemple, cette absence de Mogwai, c'est une négation explicite, en fait, c'est l'exclusion explicite de quelqu'un. Donc là, c'est plus facile. Intuitivement, on se rend compte qu'on est en train d'éliminer la présence de quelque chose. Ouais, ok. Et donc, dans la conscience conceptuelle, il y a nécessairement cette exclusion, qu'elle soit directe, enfin qu'elle soit ressentie, on pourrait dire psychologiquement, ou pas. Elle fonctionne comme ça, de manière spontanée, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que ce qui va nous apparaître plus directement, c'est la représentation conceptuelle. C'est une certaine image, d'un certain point de vue. Ouais.
Ok. Donc, on est toujours justement dans cette division des consciences. En fait, il y a les consciences qui s'engagent par exclusion et il y a les consciences qui s'engagent de manière collective ou par affirmation, on pourrait dire, de manière positive. Et donc, ça correspond parfaitement aux deux vérités. C'est-à-dire que les consciences qui s'engagent par exclusion, elles ont pour objet apparent une vérité conventionnelle pour les Sautrantika, et les consciences qui s'engagent de manière euh, positive ont pour objet apparent des vérités ultimes des Sautrantika, les phénomènes impermanents. Ouais, ça va? Oui, Oui. Ok, très bien. Donc on est toujours dans cette dichotomie en fait entre les deux vérités du point de vue Sautrantika. Et donc comme c'est une école très importante, c'est pour ça qu'on passe pas mal de temps dessus en fait. Elle permet de comprendre beaucoup de choses par la suite. Très bien. Et donc, on peut reprendre justement cette page, c'est encore écrit très petit, 63, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, oui, il y a négatif non affirmatif et négatif affirmatif. Donc, Shantarakshita utilise ces notions qui sont assez communes dans la tradition indienne suivante. Le négatif non affirmatif, c'est lorsqu'il y a purement et simplement négation. Lorsque je dis qu'il n'y a pas de corne de lièvre, c'est l'exemple typique d'un négatif non affirmatif. Il n'y a aucune indication positive. C'est-à-dire qu'on dit il n'y a pas de corne de lapin. Ouais. Ou on dit il n'y a pas mogwai dans le temple. Exactement, ça revient au même. On nie la présence de quelque chose. Ouais, ça va pour vous? Oui. oui. Alors, on pourrait débattre là-dessus, parce que ça pourrait être intéressant. Dans la définition d'une négation, on avait vu c'est ce qui est réalisé, oui. Ou ça peut être un phénomène dans certaines définitions. Par exemple, dans la définition donnée par Jepung Gomang, c'est Toggepeche, un phénomène qui doit être réalisé. Et dans la définition donnée par Lama Jetsunpa, c'est Tokparjawa, ce qui doit être réalisé. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que ça doit être un existant. Ouais, ça doit Oui, être un mais existant. Si c'est et un oui, corne de phénomène, lapin, c'est pas un et si existant. c'est réalisé. Ah, Ah alors comment on fait? il y a quelque chose qui cloche. Le C'est corne de lapin, c'est pas un existant. c'est l'absence de la chose qui est un existant. Ah, c'est Ah, l'absence de la corne de lapin qui existe. D'accord? Ouais. Donc c'est l'absence de corne de lapin qui existe. C'est pareil pour la vacuité ou le non-soi. Le soi autosuffisant et substantiel n'existe pas. Vous êtes d'accord? C'est un non-existant. Donc il ne peut pas être réalisé. Ouais. Oui, Par contre, son absence peut être réalisée parce que l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel existe. C'est un phénomène. Ouais. oui, oui. Ça vous parle? oui. Ok, super. Excellent, très bien. Très, très bien. Donc là, après, on pourrait débattre plus en profondeur en se posant la question, quand on dit non existant, un non existant, c'est une négation ou une affirmation? Ah ah. C'est un peu les deux. Alors, C'est un peu les deux? On se rapproche de la vacuité en éliminant d'autres Oui, choses. oui. non. Si par exemple, en général, si on prend en général non existant ou inexistant, est-ce que c'est affirmatif ou négatif? C'est affirmatif de Tif. l'absence d'existence. Oui, Oui, mais dans ce affirme cas-là, tout l'existence. serait affirmatif. La vacuité, le non-soi serait affirmatif, puisqu'on affirme un non-soi. Mais en fait, là, si on dit un phénomène est une négation ou une affirmation, s'il y a une exclusion explicite ou pas, s'il y a l'élimination explicite ou pas de quelque chose. Ouais. Quand on dit non existant, est-ce qu'on exclut explicitement quelque chose? Exclut les existants. Ouais, on exclut existant, vous êtes d'accord? Oui. Oui, Oui, Ouais, on l'exclut explicitement, puisqu'on l'affirme, on y pense, etc. Ouais. Ouais. oui. Donc, non existant est une négation. Et donc, si c'est une négation, c'est un phénomène qui doit être réalisé par une conscience conceptuelle, etc. Donc, ça veut dire une corne de lapin qui est un non existant doit être réalisé, doit être un phénomène qui est réalisé. Attends, une corne de lapin n'est pas un phénomène. Et oui, puisque c'est un Oui, non-existant. mais non existant.
Non existant est une négation. Et une négation est nécessairement un phénomène réalisé par une conscience conceptuelle qui l'appréhende, etc. Donc, comment ça marche? Donc ça, je vous laisse y réfléchir pour la prochaine fois. Ok, très bien. Donc, on a le négatif non affirmatif. C'est lorsqu'il y a purement et simplement négation. Lorsque je dis qu'il n'y a pas de corne de lièvre, c'est l'exemple typique d'une négation non affirmative. Il n'y a aucune indication positive. On ne dit pas ce qu'il y a à la place des cornes de lièvre. Ouais. On dit simplement il n'y a pas de corne de lapin. Très bien. On comprend simplement qu'il n'y a pas de corne de lièvre. Par contre, si je dis le gros Devadatta, il y a des erreurs dans les transcriptions en sanskrit et parfois même en tibétain, c'est Devadatta, Deva, ensuite D-A, D-T-A. C'était le cousin du Bouddha, l'un des cousins du Bouddha. Et donc, il était plutôt obèse. À l'époque, on ne se posait pas trop la question si ça pouvait venir de la cortisone ou pas. On se disait, voilà, ça vient certainement parce qu'il mange trop. Donc, on se posait juste cette question-là à l'époque. Aujourd'hui, ce serait différent. Mais ici, on dit, le gros Devadatta ne mange pas pendant la journée. Parce que normalement, les moines, une fois qu'ils ont fini leur repas de midi, normalement, dans la plupart des cas, normalement, on ne mange pas l'après-midi. Et donc, ne mange pas la journée. Et donc, le gros Devadatta, certainement qu'il devait faire un jeûne la journée en plus. Mais comme il était obèse, ça veut dire quoi? Ça implique qu'il mangeait La nuit. quand? La nuit. Exactement. Exactement. Donc, c'est ce que dit Geshe Dreyfus. Le gros Devadatta ne mange pas pendant la journée. Il y a quelle est-elle? C'est qu'il mange le soir ou la nuit. Donc là, c'est une implication, mais elle reste quand même implicite. On ne le formule pas explicitement. On ne dit pas Devadatta mange la nuit. Ouais. On dit simplement le gros Devadatta ne mange pas le jour. Et donc, c'est le même principe que quand on fait une blague à quelqu'un. Quand on emploie l'ironie à quelqu'un, on emploie une blague à quelqu'un, on formule quelque chose d'explicite, mais on sous-entend le contraire. Ouais. Très bien. Et bien là, c'est un peu le même principe. On formule qu'il ne mange pas le jour et on sous-entend qu'il mange la nuit. Et donc on implique quelque chose, on inclut quelque chose. Donc c'est une négation inclusive. On peut le traduire aussi parfois comme ça. Quand on dit paryudatsa pratisheda, une négation affirmative, ça peut vouloir dire négation inclusive. On inclut quelque chose, on exclut quelque chose, ça c'est la négation, et on inclut quelque chose, c'est l'implication. Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, très bien. Ok, donc ça, c'est un exemple typique dans les textes. Ok. Et donc le texte continue, il dit pourquoi? Parce qu'il est gros, et donc il mange. Il ne mange pas pendant la journée, donc il mange le soir ou la nuit. Et donc Bhavya, donc c'est un Y à la place du I, mais c'est pas grave. Bhavya donne cela comme exemple d'une négation affirmative ou d'une négation inclusive. Parce qu'il y a une affirmation impliquée par la négation. C'est-à-dire qu'en lieu et place de l'objet de négation, on affirme quelque chose d'autre. C'est ça, en fait. En gros, la définition d'une négation affirmative, c'est une négation au cours de laquelle un autre phénomène que l'objet de négation est impliqué, est affirmé. Ouais, ça vous parle? Oui. Ça vous va? Oui, oui. Ok, très bien. N'hésitez pas à hurler si ça ne va pas. Très bien, donc ça c'est très important. Donc si par exemple, si on dit, on avait déjà employé l'exemple précédent, on avait dit un jus de fruits sans sucre ajouté, c'est une négation ou une affirmation? C'est une négation affirmative. Un jus de fruits sans... Voilà, une négation Ouais. affirmative. On affirme le jus de fruits, mais on nie le sucre. Voilà, exactement. On nie le sucre ajouté. Parfait. Exactement, c'est tout à fait ça. Si on dit une salle de cinéma vide, Alors, Une salle de cinéma. ça, c'est une négation. Non, mais c'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation. c'est une affirmation. Et est-ce qu'il y a une négation? Elle est implicite. Voilà. Elle nie qu'il y ait quelqu'un. Elle est implicite, la négation? Elle nie qu'il y ait quelqu'un. Voilà,
On Oui. dit une salle de cinéma vide. Ça veut dire qu'on dit 100 personnes. Voilà. Oui, Il n'y a personne. Et donc, ça veut dire, on formule explicitement qu'elle est vide de personnes, qu'elle est déserte. Ouais. Donc, ça oui, veut dire qu'on a une négation affirmative. Et la négation, elle est explicite, et l'affirmation aussi est explicite. Ouais. mm, Quand on dit une salle de cinéma vide, la salle de cinéma, c'est l'affirmation. Et vide, ça veut dire qu'il n'y a personne dedans, elle est déserte. C'est la négation. Donc, c'est une négation affirmative. Ouais. Hmm. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. OK. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? mais alors, si on va par là, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais presque tout peut être négatif, affirmatif. Dans quel sens? Bah, une rose, blanche, si je dis blanche, ça veut dire que, elle n'est pas d'une autre couleur. Alors, dans ce cas-là, le blanc est naturellement l'exclusion de tout ce qui n'est pas blanc, on est d'accord? Oui, Et donc, le blanc est l'exclusion naturelle de toutes les autres couleurs qui ne sont pas blanches. oui. Euh, et donc, Donc quelque est-ce part que donc cette quelque part, il y a une négation, non? il y a une négation, exactement, c'est ce que dit Tcharad al-Makriti, il dit n'importe quel phénomène par nature est l'exclusion de tous les autres. Mmh. Et donc, ça veut dire que, comme on disait table tout à l'heure, cette table est nécessairement l'exclusion des non-tables et des autres tables, des tables qui ne sont pas cette table. Et donc, cette table est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Mais ça, c'est une exclusion implicite, puisqu'on dit simplement cette table. Ouais. Mmh. Oui, Et quand on dit blanc ou une rose blanche, c'est le même principe. c'est le même principe, On d'accord. n'a pas d'exclusion explicite. Ouais. On a une exclusion uniquement implicite. C'est dans sa nature. Voilà. Ouais, exactement. Ça veut dire que le blanc est nécessairement l'opposé du non-blanc. OK. OK. Et donc ça c'est dans sa nature même. Mais on ne le formule pas explicitement. Si on disait cette rose est blanche, mais pas d'autres couleurs, mais n'a pas d'autre couleur que le blanc, à ce moment-là, ce serait une négation, en effet, une négation affirmative. Affirmatif. Oui. Parce qu'on exclurait, on éliminerait quelque chose de manière explicite. Ouais, Oui. très bien, très très bien. Ok. Donc quand on dit un désert, par exemple, quand on dit un désert, est-ce que c'est une affirmation ou une négation? Ah, Ah. On affirme le phénomène existant désert avec une négation implicite de Ouais, sans personne, puisque par nature, le désert, a priori, il y a oui, personne. oui. Et en fait, Ah, la négation, elle est explicite. elle est implicite, oui. Ouais, elle est explicite. La Elle est négation, explicite, elle est oui, 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 elle est explicite. Oui, explicite. parce que désert, ça veut dire Oui, sans oui, personne. voilà, exactement. Ouais, très bien, très très bien. Génial. C'est pareil avec une place de parking libre. Une place de parking libre. Est-ce que c'est une négation ou une affirmation? c'est une négation affirmative. C'est une négation affirmative. Pourquoi? Affirmative. Elle nie la présence de quelque chose sur cette place. Mmh. Voilà, exactement. On a la place de parking, c'est-à-dire on a le lieu qui est affirmé, l'endroit physique qui est affirmé. Libre, ça veut dire dénué de véhicules dessus. Et donc ça veut dire dénué, libre, ça veut dire explicitement on est en train de réfuter la présence d'un véhicule dessus. Oui, Ouais, oui. génial. Bravo, vous avez bien compris le principe. Vous avez très bien compris le principe. Alors que si on dit une place de parking, on ne dit rien en fait, on ne dit pas si elle est libre ou pas quand on dit une place de parking. Donc, quand on dit une place de parking, ça veut dire c'est simplement un phénomène affirmatif. Oui, C'est un phénomène positif. Ouais. oui, oui. Même si, même si implicitement la place de parking est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Mm. Implicitement. On est d'accord. Cette place de parking ne sera jamais une autre place de parking, ne sera jamais une personne, ne sera jamais une table, etc., etc. Ouais. Donc ça veut dire que cette place de parking est nécessairement l'exclusion implicite de tout ce qui n'est pas elle. Et comme c'est que implicite, elle est positive. Ouais, Oui, oui.
Bravo, bravo. On essaiera de creuser tout ça. Justement, il va en parler dans la suite. Ok. Shantalakshita utilise cette différence pour se sortir de la difficulté dans laquelle le bouddhisme se trouve depuis 2 siècles. Il y a 2 ou 3 siècles que ces objections avaient été formulées contre les théories bouddhiques, et ce fut un grand sujet de controverse. Il dit, je suis en train de parler d'une des grandes questions qui divisent l'école de Dharmakirti et Dignaga de l'école Nyaya. C'est une des grandes questions de la philosophie indienne. C'est une des choses dont les bouddhistes et les non-bouddhistes parlent le plus. Shantalakshita dit qu'il y a 2 sortes de négation, de négatif. Le négatif affirmatif et le négatif non affirmatif. Donc ça, vous l'avez bien compris. Ensuite, il y a 2 sortes de négatifs affirmatifs. Le négatif affirmatif réel et le négatif affirmatif mental. En tibétain, c'est dön, c'est pas tön, mais dön. Dön ranseng i shiensel et le shiensel. Ok. Donc en fait, là, c'est l'exclusion d'autres. Quand on dit en sanskrit anyapoha, ça veut dire l'exclusion d'autres. Buddhyatma anyapoha, donc c'est là l'exclusion d'autres qui est conceptuelle. Et on a swalakshana anyapoha, qui est une exclusion, mais qui reste une vérité ultime, un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc ça, c'est très important. Très important. Donc là, il va en parler. Le négatif affirmatif réel, c'est les objets réels qui sont conçus négativement. C'est-à-dire que quand on dit cette table, qui n'est pas cette autre table, on pointe du doigt vers quoi? Vers un phénomène spécifiquement caractérisé ou un phénomène généralement caractérisé? Vers une vérité ultime ou une vérité conventionnelle? Vers une vérité ultime. Exactement. Quand on dit cette table, qui est l'exclusion de toutes les autres tables, on pointe du doigt vers un phénomène spécifiquement caractérisé, un impermanent, une chose produite, et donc une vérité ultime pour les Sautrantika. Très bien. Mais comment est-ce qu'on a accès à cette table? Par la négation. Par la négation. Donc, ça veut dire que cette table, qui est l'exclusion de toutes les autres tables, ou cette table qui est l'exclusion de ce qui n'est pas elle, quand on pointe du doigt vers l'objet, on a une vérité ultime. Par contre, on est passé par une double négation. Et donc, ça veut dire que de ce point de vue-là, on a une exclusion qui est un phénomène spécifiquement caractérisé. On a une négation qui est un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est-à-dire que c'est nécessairement une négation affirmative. Pourquoi? Parce qu'une négation non affirmative est nécessairement permanente. Une négation non affirmative est nécessairement permanente, puisque c'est une absence pure et simple. Et cette absence pure et simple ne peut pas avoir de substance qui se transforme. Ouais? Ouais. Ouais? Moi, je suis perdue. Ouais. L'histoire de permanent et impermanent avec les négations affirmatives, là, je suis plus. D'accord, très bien. Donc, on a nécessairement les 2 vérités. Vous êtes d'accord? Les 2 vérités, oui. C'est la dichotomie, c'est la division de tous les existants. Donc, c'est-à-dire que si ça existe, c'est soit une vérité ultime, soit une vérité conventionnelle. Ça, c'est valable pour toutes les époques. Voilà. Et pour les Sautrantika, une vérité ultime est nécessairement impermanente. Oui. Et donc, est nécessairement un phénomène spécifiquement caractérisé. Oui. Et une vérité conventionnelle est nécessairement permanente. Et donc, c'est un phénomène généralement caractérisé. Ouais? Oui. Très bien. Ça, c'est OK. Très bien. Et donc, ces phénomènes permanents et impermanents peuvent être, comment dire, des affirmations et peuvent être des négations. Donc, ça veut dire que il y a la façon dont notre conscience a accès à ces phénomènes. Si notre conscience conceptuelle a accès à ces phénomènes en excluant quelque chose d'explicite, à ce moment-là, ce phénomène est nécessairement négatif. C'est-à-dire que, quels que soient les existants, ils pourraient tous être des négations si notre conscience conceptuelle les appréhende en éliminant explicitement quelque chose. Oui. Très bien. Maintenant, on peut éliminer explicitement quelque chose et soit affirmer quelque chose en lieu et place de l'objet de négation, soit ne rien affirmer en lieu et place de l'objet de négation. Et si on n'affirme rien en lieu et place de l'objet de négation, on a une négation
non affirmative, ouais. Oui. Une pure absence, une simple absence. Et cette Oui. simple absence, vu qu'elle n'a pas de substance qui peut se transformer, c'est une simple absence, c'est un phénomène généralement caractérisé, une vérité conventionnelle, un phénomène permanent. Ouais. Donc les négations non affirmatives sont nécessairement des phénomènes permanents. Ouais. Ok. Oui. Ok, super. Par contre, les négations affirmatives peuvent être soit des phénomènes permanents, soit des phénomènes impermanents. Parce que si vous dites par exemple cette table qui n'est pas rouge, vous avez une négation ou une affirmation? On a une négation. Négation affirmative. Affirmative, exactement. Donc cette table qui n'est pas rouge reste impermanente. Oui. Ouais. Très bien. Donc c'est une négation, mais elle est impermanente. Par contre, si on dit l'espace qui n'est pas à l'est, l'espace qui n'est pas à l'est, c'est Ah oui, oui. c'est une négation affirmative aussi. Et par pour un contre, c'est phénomène, permanent. c'est permanent, tout à fait. Voilà, génial. Donc ça veut dire que les négations affirmatives peuvent être soit des phénomènes impermanents, soit des phénomènes permanents. Au Ouais. contraire, des négations non affirmatives qui, elles, sont nécessairement des phénomènes permanents. Ouais, Oui. très bien. Génial. Donc si vous avez compris ça, ça va clarifier beaucoup les choses. Parce que quand on a en face de nous cette table qui est l'exclusion de toutes les autres, cette table est un phénomène spécifiquement caractérisé. Elle est Oui. impermanente. Mais c'est Oui. une négation. Pourquoi? Parce que notre conscience conceptuelle y a accès au moyen de l'élimination explicite de quelque chose. On dit cette table qui n'est pas les autres tables, qui est l'exclusion de toutes les autres tables. Donc dans ce cas-là, on a en effet une exclusion qui est un phénomène spécifiquement caractérisé. Oui. Ouais. Cette table-là, c'est le phénomène spécifiquement caractérisé, et comme on y a accès en excluant toutes les autres tables, c'est une exclusion, c'est une négation affirmative, c'est une exclusion affirmative qui est une vérité ultime, un phénomène impermanent. Ouais, vous êtes d'accord? Très Et c'est ça bien. qu'on appelle un négatif affirmatif réel. Exactement, c'est ça le négatif affirmatif réel. Pourquoi? Parce que cette table, elle est réelle pour les Sotrantika. Ouais. C'est un phénomène pur et dur qui existe de son propre côté, qui est spécifiquement caractérisé par sa localisation, sa temporalité et sa nature. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe de son propre côté, qui est un véritable existant, un véritable un existant réel. Ok. Alors que dans notre conscience conceptuelle, quand on pense cette table qui est l'exclusion de toutes les autres, on a une exclusion mentale. Et cette exclusion mentale, c'est ce qui se passe dans la généralité de sens. La généralité de sens, c'est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas ce phénomène. Ouais. Oui. C'est-à-dire que quand on a la généralité de sens de table, à l'esprit, on a le côté conscience conceptuelle, c'est on a la représentation d'une table, l'illustration d'une table, et le côté face, c'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas table. Notre conscience conceptuelle fonctionne à la négative, elle exclut tout ce qui n'est pas cette table. Et cette exclusion de tout ce qui n'est pas cette table reste une négation affirmative. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est affirmé dans l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table? Cette table. Qu'est-ce qu'on affirme? La table. La table. Cette table, exactement. Cette table-là, oui. Puisqu'on exclut tout ce qui n'est pas cette table, qu'est-ce qu'on affirme? Cette table. Ouais, Oui, oui. exactement. Cette table est affirmée. Et donc, c'est une négation affirmative. Mais puisque c'est conceptuel, c'est une négation affirmative, c'est une exclusion mentale, une exclusion irréelle. C'est une généralité de sens, c'est un phénomène généralement caractérisé, c'est une vérité conventionnelle pour les Sotrantika. Ouais, ça va? Oui. On peut répéter hein, si ça va pas, c'est pas grave. Alors, à ce titre, elle est permanente. Exactement. Ça veut dire que l'exclusion mentale est nécessairement temporairement permanente. Elle sera statique le temps qu'elle va exister. Une généralité du sens, ça fonctionne comme ça. Vous vous souvenez, on avait pris l'exemple d'une eau, une bulle d'air dans l'eau. L'absence d'eau, cette simple absence d'eau, c'est permanent. Mais l'extérieur de la bulle, c'est de l'eau, et donc ça se transforme, ça évolue, ça va vers la surface, etc. Donc l'aspect impermanent de cette exclusion mentale, c'est le fait que cette conscience conceptuelle soit produite par des causes et des conditions. Donc c'est un événement mental qui va durer un certain temps, etc. Mais le contenu de cette conscience mentale, cette conscience conceptuelle,
c'est la généralité de sens, et cette généralité de sens fonctionne avec cette exclusion mentale. C'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table, quand on pense à cette table. Ouais? Ouais. Oui. Ça va? Mhm. On va y revenir dessus, bravo, bien parce que réfléchir, ça, mais oui. oui, on va y revenir. On va y revenir parce que ça explique pourquoi du point de vue de la tradition Gelugpa, les consciences conceptuelles, en effet, sont erronées, mais ne sont pas nécessairement fausses, puisque notre conscience conceptuelle, qui pense à cette table, a à l'esprit l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table, et cette table est l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table. Et donc, il y a un match parfait, il y a une correspondance parfaite entre la négation affirmative, l'exclusion de ce qui n'est pas cette table, et la négation affirmative, l'exclusion qui n'est pas cette table. Sauf que celle-ci est impermanente, parce que c'est un phénomène spécifiquement caractérisé, alors que celle qui est représentée conceptuellement est permanente. C'est ça la différence. Malgré tout, du point de vue de l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table, ça correspond d'une manière parfaite. Mhm. Ouais. Oui. Oui. Et donc, c'est aussi pourquoi on peut reconnaître une autre table comme étant une table, parce qu'une autre table, imaginons que ce soit une table de chevet ou un guéri, c'est une autre table, et cette table est aussi l'exclusion de ce qui n'est pas une table. Mhm. Et donc, ça veut dire que cette table orange du temple de Nalanda et la table carrée qui se trouve dans une maison ailleurs, etc., correspondent parfaitement à ce qui n'est pas une table. Mhm. Et donc, c'est pourquoi notre conscience conceptuelle peut reconnaître l'autre, même si elle ne l'a jamais vu auparavant, même si au tout début, on nous a présenté une table comme étant cette table, on est capable de reconnaître une autre table comme étant une table. Pourquoi? Parce que cette autre table est aussi l'exclusion de ce qui n'est pas une table. Mhm. Et donc, notre conscience conceptuelle a à l'esprit donc l'exclusion de ce qui n'est pas une table. N'importe quelle table est nécessairement l'exclusion de ce qui n'est pas une table. Et donc, elles correspondent parfaitement. On peut les reconnaître comme des instances diverses d'une même généralité, l'exclusion de ce qui n'est pas une table. Ouais. Et ce qui est intéressant pour Dharmakirti et Dignaga, c'est que comme ça passe par une négation, c'est irréel. C'est irréel et donc il n'y a pas besoin d'avoir une conception réaliste des généralités, de la généralité table, parce que la généralité table, vu qu'on y a accès que d'une manière purement négative, c'est purement irréel. C'est un phénomène généralement caractérisé, c'est un sous-existant d'une certaine manière. Ce n'est pas vraiment les existants purs et durs que sont les tables, etc. Cette généralité table est purement imaginaire. Mhm. C'est une fiction utile. Oui. C'est utile parce que c'est ce qui nous permet de reconnaître une autre table qu'on n'avait jamais vue auparavant comme étant une table, mais ce n'est pas une généralité qui existerait de son propre côté de manière pure et dure comme les tables en fait. Au contraire de ce que disent les Nyaya. Les Nyayika disent n'importe quelle généralité existe en deçà et au-delà de ces instances. Elle a une existence pure et dure exactement comme ces instances. Alors que les philosophes bouddhistes vont dire non, ce sont des fictions utiles, c'est de l'imaginaire très pratique, parce que ça nous permet de reconnaître les différentes instances d'une même généralité, mais cette généralité-là a un statut fantomatique, un statut irréel. Ouais. Donc ça, c'est la lecture de Acharya Dharmakirti et Dignaga. Les Gelugpa vont interpréter légèrement en disant les généralités ont une certaine réalité, pas aussi réelle que chez les Nyaya, mais ce sont des réalistes modérés par rapport aux Nyaya. Ils vont quand même dire que la généralité table existe malgré tout. Elle est impermanente. Elle n'est pas qu'une fiction utile, purement imaginaire, simplement imputée par une conscience conceptuelle, sinon elle serait permanente. La généralité table serait permanente et toutes ces instances seraient impermanentes. Donc ça poserait question. Ok, on va y revenir parce que c'est la suite du texte en parle. Ouais? Oui. Ok. Très bien. Donc, il dit en tibétain dun ranseng et shensel, et le shensel, le négatif affirmatif réel, ou qui est spécifiquement caractérisé, littéralement c'est ça. Ranseng, c'est soit lakshana, un phénomène spécifiquement caractérisé, qui est une exclusion, donc une exclusion affirmative, une négation affirmative réelle. C'est donc les objets réels qui sont conçus négativement. C'est-à-dire qu'on passe par la négative pour y avoir accès. Mais cet objet lui-même reste impermanent de toute façon. La table est impermanente. Et quand on dit cette table qui est l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table,
on y a accès d'une manière conceptuelle, et donc c'est une négation affirmative, mais cette table continue d'être impermanente, elle ne va pas se transformer en phénomène permanent pour autant. Très bien. Par exemple, cette carafe qui n'est pas une fleur, c'est une carafe, mais une carafe qui est conçue négativement, ça veut dire qu'elle reste impermanente, puisque c'est une carafe. Une carafe est nécessairement impermanente. Si on dit une carafe qui n'est pas une fleur, on y a accès d'une manière négative, on exclut explicitement quelque chose, fleur, ou le fait d'être une fleur. Donc c'est une carafe, mais une carafe qui est conçue négativement. Cette carafe est donc un négatif, puisqu'elle est conçue négativement. Mais un négatif néanmoins, puisqu'il y a une implication exactement positive. C'est un négatif réel, puisque c'est une vraie carafe qui existe de son propre côté. Il dit, à la page suivante, il y a un autre exemple de négatif affirmatif qui est beaucoup plus intéressant. Supposez que vous pensiez à votre chambre. Vous avez une sorte d'image mentale, ou disons plutôt qu'il y a une apparence conceptuelle de votre chambre. Un peu comme un souvenir. Vous avez le souvenir de votre chambre, et ce souvenir va servir d'illustration de votre chambre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la représentation conceptuelle. Celle-ci est un phénomène négatif qui implique quelque chose de positif. Il apporte l'idée de la chambre et il est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a nécessairement l'exclusion de ce qui n'est pas cette chambre. Parce que notre conscience conceptuelle fonctionne à la négative. Shantalakshita dit que c'est là ce que les bouddhistes entendent en disant que la pensée procède négativement. Ils disent aussi que la pensée crée une dichotomie entre ce qui est l'objet et ce qui n'est pas l'objet. Que la pensée également procède par apparence conceptuelle qui ont deux côtés. C'est comme cette pièce qui a ces deux côtés, comme on a dit tout à l'heure, un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect positif, le côté positif, donc, donne l'impression que la pensée procède positivement, parce que vous avez l'image de votre chambre. Et cette image donne l'impression d'être comme une photo, en fait. Une photo, c'est un phénomène positif, c'est affirmatif, etc., etc. Donc ça donne l'impression que conceptuelle ne fonctionnerait instinctivement que de manière affirmative, parce qu'on a une image de la chambre. Très bien. Mais en fait, la pensée procède de deux façons, principalement par l'intermédiaire d'apparences conceptuelles, et c'est cela que les Tibétains appellent Dönchi. Je ne sais pas comment ils l'ont mis ici, Tunchi, mais c'est Dönchi. Dönchi. Dön, c'est le sens, et Chi, c'est la généralité. Donc, sens-généralité ou généralité de sens, comme vous voulez. Artha Samanya. Donc, la pensée procède par l'intermédiaire d'une généralité de sens, un sens-généralité. Nécessairement, si on a une conscience conceptuelle, on a nécessairement une généralité de sens à l'esprit. Mais on pourrait débattre là-dessus. Par exemple, tout à l'heure, quand on disait vous êtes en Angleterre, vous ne parlez pas l'anglais et on vous dit cat, est-ce que vous avez une généralité de sens? Ben non. Et non. Et donc, ça veut dire que ce ne serait pas une conscience conceptuelle? Parce que là, on vient de dire que si c'est une conscience conceptuelle, il y a nécessairement une généralité de sens. Et vu que là, il n'y a pas de généralité de sens, ce ne serait pas une conscience conceptuelle. En fait, si, c'est une conscience conceptuelle, mais on n'a qu'une généralité de son. Donc là, c'est juste parce que on pourrait débattre un petit peu, mais c'est juste que la plupart du temps, si on a une conscience conceptuelle, la plupart du temps, on a une généralité de sens. Mais ce n'est pas nécessairement dans tous les cas. C'est pour ça qu'on a cette définition donnée par Yonzin Pobuchok, une conscience qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptibles d'être mêlées. Alors que pour d'autres philosophes, d'autres épistémologues, ils vont juste dire Zimbelo. Ils vont juste dire c'est une conscience qui saisit la généralité de sens et la généralité de son, tout simplement. Et en fait, ils vont même le comprendre autrement. Ils vont dire une conscience qui appréhende le sens du son. Jadun, en sanskrit, c'est shabdartha. Ça veut dire le sens du son. Et donc, ça veut dire que principalement, c'est le sens qui compte. Ouais. Et donc, quand ils disent en tibétain Jadun Zimbelo, ils disent même pas une conscience qui appréhende la généralité de sens et la généralité de son. Ils sous-entendent une conscience qui appréhende le sens du son. Ouais. Donc, c'est surtout le sens qui compte pour une conscience conceptuelle. Alors que ici, dans certains cas, Yonzin Pobuchok dit le son ou que le sens.
C'est là où il y a une différence, mais c'est pas très grave. Très bien. Ok. Donc la pensée procède par l'intermédiaire d'une généralité de sens. Vous pensez à votre chambre, vous avez une sorte d'apparence conceptuelle qui peut être une image ou pas. Et cela vous permet de penser à votre chambre. Mais ce qui vous... ce n'est pas votre chambre, c'est l'image de votre chambre. Donc ça, vous l'avez déjà compris. Oui. L'objet apparent d'une conscience conceptuelle n'est pas le référent lui-même, mais est l'image du référent. Surtout quand on pense à un phénomène impermanent. Quand on pense à un phénomène impermanent, le phénomène impermanent n'est jamais l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est toujours l'objet apparent d'une perception directe. Ouais. Très bien. Mais là, on pourrait débattre aussi. On pourrait dire, il dit, ce qui vous apparaît réellement, ce n'est pas votre chambre, c'est l'image de votre chambre. Mais en fait, on pourrait débattre là-dessus, parce que chez les Gelugpa, quand on pense à la chambre apparaît à la conscience conceptuelle, mais n'est pas l'objet apparent de la conscience conceptuelle. La chambre apparaît, mais comme si elle était déguisée avec cette généralité de sens. Elle est mêlée avec la généralité de sens. Un petit peu comme si vous écoutez à la radio, vous écoutez un magnifique solo de guitare de David Gilmour, et il y a des parasites sur la radio. Il y a des parasites, vous n'êtes pas vraiment branché sur la bonne fréquence, et donc le solo de guitare vous apparaît quand même, mais avec les parasites. Ouais. Dans le sens où le son n'est pas très clair. Il y a une distorsion supplémentaire, que la distorsion de la guitare de Pink Floyd. Il y a une distorsion supplémentaire, c'est la distorsion de la radio, c'est pas la distorsion de la guitare. Donc vous avez le son de la guitare qui arrive dans la fréquence qui n'est pas bien réglée, et vous avez un son parasite avec. Ouais, vous êtes d'accord? Vous avez déjà... Oui. Ouais. Très bien. Et donc c'est la même chose ici pour la conscience conceptuelle. La généralité de sens, elle fait parasite. Elle fait parasite. Elle fait obstacle entre l'objet lui-même et nous. Et donc l'objet, la table, la chambre, etc., apparaissent à la conscience conceptuelle, mais mêlés à ce parasite qu'est la généralité de sens. Ouais. Donc on ne peut pas dire que quand vous écoutez la radio et que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous ne pouvez pas dire, bah non, j'ai pas entendu le solo de guitare de Gilmour. Si vous l'avez entendu, il est apparu à votre conscience auditive, mais il est apparu mêlé avec le parasite. Ouais. Et bien là, c'est la même chose quand on pense à la chambre. La chambre apparaît à la conscience conceptuelle, mais n'est pas l'objet apparent de la conscience conceptuelle. L'objet apparent, c'est la généralité de sens. OK? Oui. Ouais. Très bien, excellent. Là, c'est assez dense pour le vendredi matin à 9h48. Ok. Très bien. Donc, le deuxième paragraphe. Voilà donc comment Shantalakshita propose la voie qui a été ouverte par Acharya Dharmakirti et Dignaga. Ces derniers, et surtout Dignaga, n'expliquent jamais clairement la relation qu'il y a entre le négatif et l'apparence conceptuelle. Parce qu'en fait, ils ont juste posé les jalons, en fait. Hein. Acharya Dignaga et Dharmakirti ont posé les jalons, ils ont expliqué des choses, mais d'une manière tellement cryptique que c'est très difficile de voir ce qu'ils voulaient dire parfois. Et donc, il y a besoin de commentateurs ultérieurs, comme Shantalakshita, qui est venu plusieurs siècles après. Shantalakshita est donc le premier à se mouiller complètement. Il affirme que lorsque nous pensons à quelque chose, il y a une image conceptuelle, ou plutôt une représentation conceptuelle, ou encore plus exactement, une apparence, car il faut résister au mot image, et j'en reparlerai. Il en parle déjà dans Recognizing Reality, il dit qu'il ne faut pas employer le mot image, mais plutôt représentation conceptuelle ou apparence conceptuelle, mais ça, c'est pas très grave. Donc, cette apparence conceptuelle se produit, et c'est une négation affirmative. L'apparence conceptuelle de la chambre, c'est quoi? C'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette chambre. On avait étudié avec Lorik, on avait étudié la définition d'une généralité. Vous vous souvenez? On avait vu que la définition d'une généralité de sens de pot, c'est ce facteur de surimposition qui appréhende l'opposé de ce qui n'est pas ce pot. Ouais. Qui a l'apparence de l'opposé de ce qui n'est pas ce pot. C'est quoi? C'est Janzin Dopele Bomba Maimba Lorpe Nawe do Tagicha. Bomba Maimba Lelopa Nawe do Tagicha. Donc c'est ce facteur de surimposition qui donne l'apparence de
d'être l'opposé de ce qui n'est pas ce pot. Et il y a une autre définition qui est donnée par Yonzin Purvulcha qui dit c'est ce facteur de surimposition qui, bien qu'il ne soit pas un pot, donne l'apparence d'être un pot. Ok, qui donne l'apparence à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense à un pot, on a nécessairement ce facteur d'exclusion de tout ce qui n'est pas ce pot, l'opposé de ce qui n'est pas ce pot. Et donc ça se fait automatiquement. Quand on a une conscience conceptuelle, ça fonctionne nécessairement à la négative, même si de manière intuitive, on peut avoir l'impression que c'est affirmatif parce qu'on a l'image d'un pot à l'esprit. Ouais? Ça va? Oui. Ok, très bien. Très très bien. Ok. Donc cette apparence conceptuelle se produit et c'est une négation affirmative puisque on exclut tout ce qui n'est pas ce pot. Qu'est-ce qu'on affirme? Ce pot. Et donc c'est une négation affirmative. Cette négation affirmative amène la compréhension de l'objet lui-même. Puisqu'on exclut tout ce qui n'est pas ce pot, tout ce qui n'est pas cette table, tout ce qui n'est pas cette chambre, on affirme nécessairement ce pot, cette table ou cette chambre. Il amène aussi la compréhension de la différence entre l'objet lui-même et le non-objet. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement cette dichotomie. Dès l'instant où on est dans la dualité, on a nécessairement, dans la convention, dans la dualité, etc., on a nécessairement X et non-X. C'est obligatoire. On a nécessairement cette table et ce qui n'est pas cette table. On a nécessairement Jimpa et ce qui n'est pas Jimpa. On a nécessairement une chambre et ce qui n'est pas une chambre, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est nécessairement dans la dualité, puisque, comme on l'a dit, n'importe quel phénomène est la négation naturelle de tout ce qui n'est pas lui. Ouais? Oui. Et c'est ce qui donne aussi la définition d'un phénomène. Quand on avait étudié les bases établies, on avait vu que la définition d'un phénomène, dharma, c'est ce qui possède sa propre entité. Rangi Ngowo Zimba, ce qui possède sa propre entité. Ça veut dire qu'une table possède sa propre entité d'être cette table et rien d'autre. Ouais. Donc ça veut dire que dès l'instant où on a un phénomène, on comprend nécessairement ce phénomène et ce qui n'est pas lui. On a nécessairement cette délimitation dans le règne des existants. Et quand vous pointez du doigt vers un phénomène en particulier, vous ne sélectionnez nécessairement pas les autres. Ouais? Oui. Ça vous parle? Oui. Très bien. Ok. Donc ça revient toujours à dire la même chose. En fait, c'est une négation affirmative, c'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas ce phénomène. Ça revient toujours à la même chose, en fait. Ok. Ok. Donc si je pense à ma chambre, je comprends la chambre et je comprends également la différence entre la chambre et la non-chambre. Mais ce côté purement négatif de l'objet de la pensée, à savoir le fait que la chambre n'est pas la non-chambre, ce côté n'est pas directement. C'est-à-dire que intuitivement, on n'a pas l'impression de penser à la négative. C'est pour ça, c'est ça qui dit ça. Ça n'apparaît pas directement. Ce qui apparaît directement, c'est la représentation conceptuelle de la chambre. C'est le souvenir de la chambre, on pourrait dire. L'image de la chambre. Le fait purement négatif de la dichotomie radicale entre la chambre et la non-chambre n'est amené à la conscience conceptuelle que par implication. Implication, c'est ce que nous avons rencontré dans notre exemple de Devadatta. C'est quelque chose qui n'est pas compris explicitement, quelque chose qui arrive à la pensée sans que la pensée nécessairement le formule de cette façon. Donc ça veut dire qu'en effet, on pense à notre chambre, on a le souvenir de notre chambre, on a une image, une représentation, le lit, la fenêtre, etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect plutôt positif. Mais l'aspect négatif qui vient derrière cela, le côté face, c'est l'opposé de ce qui n'est pas cette chambre. Et donc on a nécessairement ces deux aspects-là, l'affirmation et le phénomène négatif. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question bête. Est-ce que les gens, ceux qui ont, notamment son Taraksita, est-ce que cet accès à l'exclusion de la conscience conceptuelle, on peut le percevoir, les yogis peuvent le percevoir quand ils ont accès à l'impermanence subtile? On pourrait dire... C'est-à-dire, est-ce que ce mécanisme est un mécanisme qu'on ne perçoit pas compte tenu de sa rapidité, j'allais dire, et est-ce que dans la perception de l'impermanence subtile, on peut avoir accès direct à ce mécanisme?
Oui, on pourrait, mais dans ce contexte-là, le yogi, en fait, en effet, réaliserait directement l'impermanence, mais l'aspect d'exclusion de la conscience conceptuelle, c'est un phénomène permanent. C'est un phénomène permanent. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait une corrélation entre la perception yogique directe du yogi qui réalise l'impermanence subtile et le fait de réaliser cette exclusion qui est permanente, puisque c'est un phénomène généralement caractérisé, cette exclusion à la conscience mentale? Euh, normalement, normalement, il n'y aurait pas nécessairement besoin de ça, mais il faudrait peut-être plus du côté est-ce que le yogi arrive à réaliser son esprit, arrive à réaliser la façon dont son esprit fonctionne? Peut-être que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait vérifier. Avec, pour les, ou alors, il faudrait vérifier ça du côté de l'autocognition. Du côté de l'autocognition, si un Arya, du point de vue des Sautrantika, réalise l'impermanence subtile, il a la capacité aussi de réaliser son autocognition, pourquoi pas. Et donc l'autocognition qui fait l'expérience d'une conscience conceptuelle qui appréhende l'opposé de ce qui n'est pas une chambre. Voilà. Et à ce moment-là, vu qu'il réalise cette autocognition-là, il dirait, bah oui, je perçois ma conscience conceptuelle qui est en train d'appréhender un phénomène permanent, qui est l'exclusion de ceci, de cela, etc. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, mais c'est vrai que dans les textes, ils ne parlent pas vraiment de ça. Comment est-ce qu'on arrive à prouver cela? Ils disent juste que c'est un trait de génie de ces grands maîtres, Dignaga, Dharmakirti, pour contrer les vues hindous, parce qu'ils sont obligés d'avoir cette parcimonie ontologique, de se dire, ben non, tout ce à quoi on pense n'est pas nécessairement réel. Sinon, il y aurait une surpopulation de phénomènes réels dans la vie. Et ils disent, non, il n'y a que les phénomènes impermanents qui sont réels, le reste est purement imaginaire. Mais il y a quand même une lecture différente de Dharmakirti progressive, parce qu'au bout d'un moment, il se rend compte des failles de ce point de vue-là, et au bout d'un moment, il va carrément passer du côté du Chittamatra pour essayer d'expliquer tout ça, parce que les vues Sautrantika ne suffisent plus à expliquer tout ça. Mais elles tiennent bon malgré tout, hein, quand on essaye de voir ces aspects des exclusions, les exclusions mentales et les exclusions qui sont réelles. Ça explique énormément de choses, justement, sur la façon dont l'esprit peut reconnaître des phénomènes, même s'il ne les a jamais vus auparavant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de... Ouais. Shantarakshita, il n'est pas perçu comme un philosophe Sautrantika. Il est entre les deux, non? Il est entre les Sautrantika et les Chittamatra, non? Parce que mine de rien, quand même, là, c'est révolutionnaire ce qu'il propose. Exactement. Parce que je suis allée lire un petit... Voilà, je suis allée lire un petit peu page 66, et quand Geshe Dreyfus dit l'objet premier pour lui, c'est la représentation conceptuelle des choses, on n'est plus du tout chez les Sautrantika, là. Ça coupe. Ah, Qu'est-ce que tu disais, Jordi? Je disais que je suis allée lire jusqu'à la fin de la page 66, et quand Geshe Dreyfus dit que pour Shantarakshita, l'objet premier, c'est la représentation conceptuelle des choses, on n'est plus du tout chez les Sautrantika. Pourquoi? Parce que pour eux, si j'ai bien compris, comment dire, le premier moment, c'est l'objet réel, c'est le Swalakshana. Mais pas en conception. Et non, justement, en perception, alors que lui, il a l'air de dire que c'est la représentation conceptuelle des choses, l'objet premier. En perception? Alors, à la page 66. Page 66. Mais bon, peut-être que j'ai mal interprété. Je vais vite. Peut-être que j'ai mal interprété. C'est la fin du premier paragraphe de la page 66. Mais peut-être que j'ai mal interprété. Ok. Je vais un peu vite. Très bien. Page 66. Contre, je ne conçois pas la carafe négativement. C'est ça, non? L'objet premier, c'est la représentation conceptuelle des choses. C'est page 66, la fin du premier paragraphe avant la question de l'étudiant. Ah, ok, pardon. Oui. Très, très bien. Oui, alors donc à ces deux difficultés, Shantarakshita propose donc la solution qui consiste à différencier trois sortes de négatifs, ainsi qu'à affirmer que l'objet premier est de la pensée. De la pensée, donc c'est conceptuel. Ah, c'est de la pensée, c'est pas de la perception. Ok, j'ai rien dit. D'accord. Il était Yogacara, soit Tantrika, Madhyamika. Mais en effet, dans son Tattva Samgraha, le compendium de réalité, il a énoncé
des points de vue épistémologiques, etc., et certainement même d'autres textes où il a commenté Dharmakirti, etc. Et donc, mais Dharmakirti lui-même était Chittamatra, en fait. Il n'était pas vraiment Sautrantika, mais il essayait d'affirmer ses points de vue en réaction à ce que disaient les Nayayika, en s'appuyant sur le Sautrantika d'abord, et quand il avait plus de munitions du point de vue Sautrantika, il est passé au Chittamatra. Donc c'était un petit peu de ce point de vue-là, mais Shantalakshita, même son point de vue était Yogacara Swatantrika, Madhyamika, donc il était mahayaniste, il a quand même essayé d'expliquer le point de vue Sautrantika, puis ensuite Chittamatra, mais c'est ce que font la plupart des maîtres en général, même s'ils ont une vue ultime, ils peuvent essayer d'expliquer les vues plus basiques, en effet. Eh ben, c'est super, en tout cas, bravo à vous, on essaiera de continuer la fois prochaine, donc c'est vendredi prochain à 9 h et à 15 h midi pour ceux qui veulent les débats. Merci beaucoup, c'est super, bravo à tous, bravo, bravo. Merci Jimpa, merci. Bonne semaine. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.